Bonsoir, bienvenue à la webconf de la FEF. Nous avons le plaisir ce soir d'être avec Hélène Fontaine, Jérôme Boursier et Jérôme Dumortier. Nous allons aborder les thématiques suivantes: la NASH, les virus des hépatites B et C, les répercussions de la Covid sur le foie et la transplantation hépatique. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires qui nous permettent de concrétiser ce projet. Et sans plus attendre, nous allons commencer par la première partie sur la NASH. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Nathalie. Donc pour cette partie sur la NASH, j'avais envie de commencer par parler d'études de deux registres. Donc la NAFLD, première cause de maladie chronique du foie, dans certaines régions du monde, première cause de cirrhose, de carcinome hépatocellulaire, en passe de devenir la première cause de transplantation hépatique, tout ça on sait. Mais cette année, il y a eu quelques études qui ont été focalisées sur un sujet un peu plus particulier, la pédiatrie notamment. Donc cette première étude est issue d'un registre suédois, le registre Expresso, qui regroupe plus de 8000 biopsies hépatiques annotées dans 22 centres suédois. Donc dans ce travail, ils ont sélectionné les biopsies hépatiques donc de NAFLD chez des patients qui avaient moins de 25 ans et pour lesquels ils avaient le BMI des mamans au moment de la grossesse, juste avant la grossesse. Et ils ont apparié avec 5 sujets contrôle. L'objectif étant de savoir est-ce que les enfants ou jeunes adultes qui ont une NAFLD avaient plus facilement une maman qui elle-même était obèse. Donc vous voyez dans le premier tableau, la ligne de référence c'est le BMI maternel 18-25 et on voit que les enfants ou les jeunes adultes NAFLD ont 3 fois plus de chances d'avoir une maman qui est obèse avec un BMI supérieur à 30. Et le deuxième tableau, c'est exactement la même analyse, mais centralisée sur les formes plus sévères de NAFLD, avec fibrose et cirrhose. Donc ce travail, ça rentre un petit peu dans la grande théorie de la DOAD, Development Origin of Health and Habits, qui consiste à dire que les parents transmettent leur patrimoine génétique aux enfants, mais ils transmettent aussi une partie de leur phénotype, une sorte d'empreinte, c'est l'épigénétique, le microbiote, enfin la vie in utero, les 1000 premiers jours de la vie. On va avoir une empreinte qui va conditionner notre évolution, notre susceptibilité à certaines maladies. Toujours dans le registre suédois, donc un autre travail, donc on reprend les biopsies NAFLD de jeunes adultes de moins de 25 ans, cette fois-ci 718 patients. On les match avec 5 sujets contrôle et on regarde le risque de décès au cours du suivi. Et on voit que ces enfants et ces jeunes adultes qui ont une NAFLD au moment de la biopsie décèdent, ont un taux de mortalité qui est significativement plus élevé que les sujets contrôle. Et vous voyez dans le tableau en haut à droite qu'il y a même un gradient. Le risque est 6 fois plus élevé dans toute la NAFLD, mais 5 fois pour la stéatose et surtout 12 fois plus élevé chez les sujets qui avaient une NASH au moment de la biopsie. Et sur le tableau en bas à droite, on voit que ça concerne toutes les causes de mortalité. Les causes de mortalité par cancer, les causes de mortalité cardiovasculaire et les causes de mortalité hépatique étaient élevées. Donc cette fameuse théorie de la DOAD, on transmet une partie de notre phénotype et ce phénotype, il n'est pas sans conséquence parce qu'il augmente notre susceptibilité à certaines maladies et à un risque de décès accru. Donc finalement, il y a une partie qui est acquise et puis une partie qui est prédéterminée. Difficile de faire la part des choses entre les deux parce qu'on peut imaginer aussi le rôle de l'environnement. Comment on peut réconcilier ces deux aspects ? Alors dans ces études de registre, on ne peut pas contrôler par tous les facteurs, ça c'est sûr, mais il y a beaucoup de données précliniques et aussi cliniques qui laissent à penser que il y a une transmission notamment via l'épigénétique du phénotype maternel. Alors faire la part des choses c'est très très compliqué, mais ça a quand même de grandes implications cette théorie, parce que quand on regarde en 1975 la carte à gauche, la prévalence de l'obésité chez les 5-19 ans, elle n'était pas importante. Et 40 ans plus tard, on voit que vraiment c'est quelque chose qui explose. Donc il y a les facteurs environnementaux, la fameuse malbouffe qui fait que les enfants ont tendance à être obèses. Cette théorie de la DOAD dit qu'on va transmettre une partie de notre phénotype. Donc de génération en génération, on peut imaginer que la susceptibilité aux facteurs environnementaux va augmenter, ce qui peut en partie expliquer aussi cette augmentation de l'obésité. Et il faut s'attendre
à ce qu'on ait des patients avec des formes sévères de maladie du foie de plus en plus jeunes à cause de ce phénomène. Chez les patients alcooliques, les patients qui ont une hépatite virale, la cirrhose, c'était plutôt 50-60 ans. Et aujourd'hui, on voit d'authentiques patients jeunes avec des cirrhoses. C'est ce que montre ce travail qui a été fait en Angleterre. Donc la cohorte ALSPAC, c'est une cohorte de femmes enceintes. Ils ont rappelé 3000 enfants de ces mères qui étaient inclus dans la cohorte et leur ont fait un fibroscan. Donc dans 97,3%, l'élasticité hépatique était inférieure à 8 kPa, donc pas de fibrose avancée. Mais il y avait quand même 2,7% qui étaient avec une élasticité hépatique augmentée. Pour rappel, dans les grandes études, chez les adultes de plus de 40 ans, on est à 6%. Pas très élevé. Là, on est quand même à 2,7% chez des jeunes adultes qui ont seulement entre 22 et 26 ans. Et vous voyez sur le camembert de droite, on voit des patients qui ont des élasticités hépatiques élevées, 12 kPa. Donc on va peut-être assister à un phénomène d'augmentation de la prévalence des maladies sévères du foie chez les jeunes adultes dans ce contexte d'exposition aux facteurs environnementaux dès le plus jeune âge, mais aussi peut-être de transmission du phénotype des parents. Donc le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'était cette fameuse MAFLD. Donc je me jette dans la polémique. L'objectif de la MAFLD, c'est de proposer des critères de diagnostic positifs parce que la NAFLD est la maladie la plus fréquente hépatique, tout le monde est d'accord, mais c'est un diagnostic d'exclusion, ce qui est un peu paradoxal. Donc là, l'idée, c'était de proposer des critères qui permettent de poser le diagnostic positif sans passer par des critères d'exclusion. Donc, chez un adulte qui a une stéatose, à partir du moment où vous êtes diabétique ou que vous avez un surpoids, un BMI supérieur à 25, vous avez une MAFLD. Et lorsque vous avez un BMI normal, il y a toute une série de critères, les critères du syndrome métabolique, l'insulinorésistance, la SERP augmentée. Quand vous avez deux de ces critères, vous avez une MAFLD aussi. Et ça, c'est un diagnostic qui est indépendant de la consommation d'alcool. Donc, c'est toujours bien d'essayer de faire rentrer en fait, les choses dans des cases pour qu'on travaille tous pareil, que les résultats de nos études soient reproductibles. Mais il faut quand même reconnaître qu'en pratique clinique, ça pose quand même un problème. Parce que je vous montre les résultats de cette méta-analyse d'une 9 études, donc plus d'1 million de participants, où on a essayé, en fait, dans ce travail, d'évaluer la part de la morbidité et mortalité hépatique liée au surpoids et à l'alcool. Donc, on voit que le surpoids, c'est 25% de risque de complications hépatiques en plus par rapport au sujet normal, qui ne consomme pas d'alcool. L'obésité, c'est x2, la ratio est à 2, mais quand même, l'alcool, c'est 2,7. Donc, soit, quand on a une stéatose hépatique, puis qu'on a un BMI supérieur à 26, ok, ça peut être une MAFLD, mais quand il y a une consommation d'alcool, faut quand même, surtout lorsqu'elle est à risque, il faut reconnaître que le poids de la maladie hépatique est plus lié à l'alcool qu'à la MAFLD. Et après, vous voyez que tout est une histoire de facteurs de risque, en fait. Quand on associe les facteurs de risque, l'obésité et la consommation à risque d'alcool, on multiplie le risque par 5,4 dans cette étude. Donc les définitions, c'est important pour les études, mais il faut quand même reconnaître que dans la vraie vie, tout est une histoire de facteurs de risque, et il y a des facteurs de risque qui ont quand même plus d'importance que d'autres. C'est confirmé par une autre étude qui a été faite dans la UK Biobank, donc environ 500 000 sujets, pour lesquels les données sur le BMI et la consommation d'alcool étaient disponibles. Et vous voyez, en fait, ça confirme ce qu'on vient de voir dans la méta-analyse. Le risque de complications hépatiques était nettement plus augmenté chez les patients qui avaient une consommation excessive d'alcool, la première barre, par rapport à ceux qui étaient obèses. Donc encore une fois, l'alcool est plus pourvoyeur de complications hépatiques que l'obésité seule. Et lorsqu'on additionne les deux facteurs, on a un surrisque, et peut-être un surrisque un peu exponentiel. Ce n'est pas juste additif, parce qu'on voit que les pointillés, lorsqu'on additionne juste les deux, on est encore en dessous du risque observé. Donc les deux se potentialisent. Alors pour identifier ces patients dans la masse de patients alcooliques, MAFLD, NASH, NAFLD, obèses, pour identifier ceux qui développent une maladie avancée du foie, on a les tests non invasifs. Et cette année, en ce qui concerne l'élastométrie hépatique, le fibroscan, on a quand même 3 travaux qui donnent des résultats concordants sur les cut-offs. Donc ça, c'est un travail multicentrique européen, plus de 5000 biopsies hépatiques, toutes causes d'hépatopathie confondues. L'objectif, c'était d'évaluer les critères de Baveno, les 10 kPa, 15 kPa, pour éliminer ou diagnostiquer la maladie avancée du foie. Ces critères ne sont pas assez sensibles et sont trop spécifiques. Donc les cut-offs qui ont été recalculés, c'est 8 kPa pour exclure la fibrose hépatique avancée dans la NASH et 12 kPa pour l'affirmer. Donc un petit peu au-dessus des seuils, pour le seuil supérieur, de ce qui a été recommandé
dans les recommandations de la FEF. Oui, sur le critère d'exclusion 8 kPa, on est pareil. Sur le critère d'affirmation, on était à 9,6, Ouais, basé sur des études qui étaient de plus petite envergure. Là, on a un gros travail qui nous montre qu'il faut monter à 12. Méta-analyse du groupe européen Litmus, toujours pareil, 5500 biopsies hépatiques, mais cette fois-ci que de la NAFLD, donc vraiment une étude pure NAFLD, très conséquente. Et en fait, on retrouve exactement les mêmes résultats, 8 kPa pour exclure avec une sensibilité à 90%, 12 kPa pour affirmer avec une spécificité à 90%. Donc ça, c'est européen. Et il y a eu aussi une étude publiée dans APT qui est cette fois-ci asiatique. Donc on change de continent. 3 cohortes, 2 cohortes chinoises, Wenzhou et Hong Kong, et une cohorte malaisienne. Ils ont calculé dans chaque cohorte les cut-offs pour éliminer avec une sensibilité à 90, affirmer avec une spécificité à 90. Dans la cohorte de Wenzhou, on avait un seuil de sensibilité qui était plus bas, mais c'était vraiment des patients particuliers avec 7% de fibrose avancée, c'était beaucoup plus jeune. Mais on voit que dans la cohorte malaisienne et dans la cohorte de Hong Kong, on retrouve exactement les mêmes cut-offs, 8 et 12. Donc je pense qu'aujourd'hui, on dispose quand même de données robustes pour dire que ces cut-offs, maintenant, vont devenir la référence. Alors, ces cut-offs, c'est les cut-offs de sensibilité et de spécificité. La sensibilité, c'est la capacité à détecter les malades dans une population. La spécificité, c'est détecter les sujets sains. Quand on est au cabinet, en consultation, face à un malade, ce qu'on veut savoir, c'est quand on donne le diagnostic à un individu, est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on a tort? Donc ça, c'est les valeurs prédictives. Et les valeurs prédictives vont dépendre de la prévalence de la maladie dans la population étudiée. Vous voyez là, on revient sur le travail européen. Il faut regarder la dernière ligne, 12,1 kPa pour une sensibilité de 90%. Lorsque vous êtes à 30% de fibrose hépatique avancée, c'est à peu près la prévalence qu'on a dans les centres tertiaires où on fait les études. 30% de fibrose avancée. On a une valeur prédictive positive à 70%. C'est-à-dire que dans ce contexte-là, quand on dit à un patient qu'il a une fibrose hépatique avancée parce que son seuil est supérieur à 12 kPa, on a raison dans 70% des cas. Ce qui c'est pas parfait, mais c'est honorable. Par contre, si on a l'idée d'appliquer ces cut-offs dans une population diabétique où la prévalence est plus faible, ou encore plus en population générale, vous voyez par exemple qu'à 10%, on chute à 40% de valeur prédictive positive, et à 5%, on n'est plus qu'à 22%. Donc il faut faire très attention avec les résultats des études, et elles sont applicables dans les populations où elles ont été évaluées. Et lorsqu'on change de contexte d'utilisation du test, les valeurs prédictives vont baisser, on sera beaucoup plus fort pour éliminer, parce que la valeur prédictive négative va augmenter, on sera beaucoup moins bon pour affirmer. Et j'enchaîne donc avec les guidelines de l'EASL qui ont pris en compte en fait cette notion, où là maintenant on a un arbre décisionnel à 3 étapes. La première étape pour faire le diagnostic de la fibrose avancée dans la NASH, dans la NAFLD et dans l'alcool, parce que vous voyez c'est Metabolic and/or Alcoholic Disease, on commence par un FIB4. S'il est négatif inférieur à 1,30, on garde le patient en soins primaires, le risque de fibrose avancée est faible. S'il est supérieur à 30, on passe à l'étape fibroscan, comme on l'avait aussi proposé dans le recours de la FEF. Le seuil de 8 kPa, s'il est négatif, on peut renvoyer en soins primaires, le risque de fibrose hépatique avancée est faible. Par contre, si le seuil est supérieur à 8 kPa, là on va passer sur une troisième ligne de test, les tests sanguins spécialisés, on change de méthode. De l'élastométrie, on passe au sanguin, le ELF, le fibrotest ou le fibromètre. Si le test est en accord avec la fibrose avancée, pas besoin de faire de biopsie. Fibroscan, accord avec test sanguin, on achète le diagnostic de fibrose avancée comme on l'avait proposé dans les recours de la FEF. Et par contre, si le test est négatif, là, on fait une biopsie hépatique. Donc il y a quand même 2 innovations dans cet algorithme par rapport à ce qui avait été fait 6 ans avant dans les guidelines de l'ASL. C'est cette troisième ligne de test spécialisée pour vraiment asseoir le diagnostic. Et deuxièmement, la capacité d'affirmer le diagnostic de fibrose avancée sans biopsie hépatique. Alors ça, c'est ce qui a été proposé par l'ESL. On peut imaginer aussi une autre troisième ligne de test. C'est ce que propose ce papier de Christophe Cassinotto publié dans Hepatology, issu de la cohorte du groupe de prospective fibrose AFEF. Il commence par un FIB4, il fait une méthode d'élastométrie, comme recommandé par l'ESL, un fibroscan ou un Shearwave Explorer, donc two-dimensional Shearwave élastographie. Et lorsqu'on est dans la zone grise, à la troisième étape, lui propose de changer de technique d'élastométrie. Et en fait, en changeant de technique d'élastométrie, on est capable de récupérer des patients et donc de maintenir la performance diagnostique à 80%, mais de réduire le taux de biopsie à la fin uniquement à 7%. Donc c'est une autre manière un petit peu d'appliquer l'algorithme EASL. On fait l'élastométrie en seconde ligne, mais comme test spécialisé, on fait une autre méthode d'élastométrie et on pourrait imaginer aussi ici placer l'imagerie, l'élastographie par résonance magnétique, qui actuellement semble être la toute meilleure méthode.
Donc ça, c'est une étude dont je voulais vous parler parce que je trouve qu'elle est absolument remarquable. C'est la valeur pronostique des tests non invasifs de fibrose dans la maladie alcoolique du foie. On est tous d'accord pour dire que dans la maladie alcoolique du foie ou dans la NAFLD, un des grands intérêts de la biopsie, outre le diagnostic différentiel, outre l'activité de la maladie, c'est le stade de fibrose pour déterminer le pronostic du patient. On est tous d'accord que quand le patient est F0, F1, le pronostic est bon. Quand le patient est F3, F4, ce sont des patients à risque. Et on essaye, en fait, parce qu'on ne peut pas faire la biopsie, on ne peut pas faire la biopsie à tout le monde, on essaye de développer les tests non invasifs et de montrer qu'ils donnent à peu près le même résultat que la biopsie. La concordance n'est pas parfaite, sensibilité, spécificité, valeur prédictive négative, prévalence, on vient d'en parler, c'est quand même compliqué. Cette étude, elle simplifie tout. Elle dit juste que si vous prenez un score ELF, par exemple ELF inférieur à 9,8, vous voyez les courbes du haut, il faut voir qu'à gauche, en bleu, c'est la biopsie hépatique, en vert, c'est le ELF, et en rouge, c'est le fibroscan. Lorsque la courbe du haut, c'est les patients qui ont une fibrose F0, F1, le pronostic est très bon, comme on s'attend. Quand vous avez un ELF inférieur à 9,8, le pronostic est similaire. Donc, c'est une autre manière de réfléchir. ELF inférieur à 9,8, faux positif, faux négatif. En fait, on s'en moque. On dit le pronostic est aussi bon que si le patient était F0, F1. Et lorsque le score ELF est supérieur à 10,5, on a le même pronostic que si le patient est F3, F4. Donc, on ne raisonne plus en équivalent fibrose, on raisonne en pronostic. Si vous êtes sûr que le patient F3, F4, c'est un patient qu'il faut prendre en charge parce qu'il a un risque hépatique, le patient qui a un ELF supérieur à 10,5, il faut le prendre en charge parce qu'il a le même risque hépatique. Et le graphique de droite, c'est les tests simple, c'est le FIB4 et le NAFLD Fibrosis Score. Ça marche un peu moins bien, les courbes sont moins bien calibrées, elles sont moins bien superposées, mais on voit quand même qu'on a une belle tendance. Et avec des tests non invasifs, on est capable aussi, des choses simples, d'avoir une idée quand même relativement grossière du pronostic. Et ça valide le FIB4 inférieur à 1,3. On ne suit pas les malades, on les laisse en soins primaires parce que le risque hépatique est faible. Donc vraiment une autre manière de réfléchir. Et ce genre de travail, je pense qu'il va falloir le développer parce que ça nous affranchira de tous ces problèmes de sensibilité, de valeur prédictive dont on ne s'en sort pas. Ce qu'on veut savoir, nous, si on a un patient, quel est son risque? Est-ce qu'il faut que je le prenne en charge ou est-ce qu'il faut que je le renvoie en soins primaires? Et pour finir, un petit volet traitement. Donc vous voyez que dans la NASH, on a beaucoup de phase 3. On a commencé avec un succès, l'acide obéticolique, qui a atteint l'objectif principal de l'étude. Par contre, toutes les études d'après, sur le sédoncertib, l'énalfibranor, le sénécriviroc, elles n'ont pas réussi et il y a eu arrêt de développement des médicaments. Il y a d'autres molécules qui sont en cours d'évaluation. On espère qu'elles vont aboutir. Ce sera des succès. Mais ce dont je voulais vous parler, c'était surtout est-ce qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux? Vous avez l'étude sur le sémaglutide qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine, qui a rencontré c'est très séduisant quand même, une molécule déjà prescrite en diabétologie, on connaît le profil de sécurité, c'est quand même safe, ça fait perdre du poids, on sait que c'est une maladie de l'obésité. Cette étude, ce graphique-là vous montre toutes les études face-face des différents analogues GLP-1 lorsqu'on les a comparés directement. Et vous voyez les barres rouges, c'est le sémaglutide. Vraiment, le sémaglutide, c'est la molécule qui fait perdre le plus de poids. Donc il y a vraiment un très très bon candidat pour le traitement de la NASH. Chez les diabétiques. Chez les diabétiques. Alors c'est vrai qu'il y a des études même, ça va même encore plus loin, hein. Il y a des études, c'est les fameuses études STEP. STEP 1, 2, 3, 4. 4 études qui ont évalué donc, le sémaglutide en traitement de l'obésité. Indépendamment NASH, pas NASH ou diabète, pas diabète. Et ça marche. Donc on peut peut-être imaginer que le développement ira même au-delà des pathologies. Peut-être que ça deviendra même un standard pour le traitement de l'obésité. Donc ça, c'est une étude monocentrique italienne sur 802 patients, donc des patients diabétiques qui sont traités par metformine et chez lesquels on va soit continuer le traitement, groupe contrôle, soit faire un switch vers un inhibiteur DP4, soit vers un analogue GLP-1, soit vers un inhibiteur SGLT2. Les inhibiteurs SGLT2, c'est une nouvelle classe médicamenteuse qui empêche la réabsorption du sucre au niveau du tube contourné proximal du rein. Donc en fait, on pisse son sucre, donc on régule la glycémie et puis aussi on perd du poids. Sur le graphique de gauche, vous voyez que lorsqu'on switch vers un analogue GLP-1 ou vers un inhibiteur SGLT2, on perd du poids dès 6 mois. Et vous voyez qu'à droite, ça s'accompagne par une diminution des transaminases. Donc ça conforte l'effet des GLP-1 et ça montre aussi que les inhibiteurs SGLT2 sont probablement aussi des bons candidats pour le traitement de la NASH, avec des études qui sont en cours de réalisation. Alors ces molécules, on aurait assez tendance à se dire pourquoi pas les prescrire dès aujourd'hui.
Mais bon, on verra après qu'il y a des règles de prescription. Il y a pas mal de développement qui se fait. Maintenant, on a des doubles agonistes, GLP-1 plus glucagon. C'est une étude de phase 2 qui a comparé plusieurs études du cotadutide, donc un agoniste GLP-1 récepteur du glucagon, comparé au liraglutide seul et un groupe placebo. Donc vous voyez en haut à gauche, ça diminue l'hémoglobine glyquée. En haut à droite, ça fait perdre plus de poids que le liraglutide. Et aussi, le liraglutide avait un faible effet, la colonne jaune sur les transaminases en bas. Vous voyez qu'avec ce cotadutide, on a donc deux cibles conjuguées, on a encore plus d'effet sur les transaminases. Et on ne va pas s'arrêter à ça. Il y a aussi le tirzépatide, un double agoniste GLP-1 GIP, comparé au dulaglutide. À gauche, vous voyez la perte de poids avec le dulaglutide, moins 3 kg. Et vous voyez qu'avec le tirzépatide, donc le double agoniste, on perd jusqu'à 11 kg de poids, avec à droite un effet significatif sur les transaminases. Donc vraiment toute une série de molécules qui font perdre du poids et qui sont donc autant de candidats pour le traitement de la NASH avec des études de phase 2 en cours de réalisation. Donc comme je disais tout à l'heure, les analogues GLP-1, inhibiteurs SGLT2, on pourrait tenter de les prescrire d'emblée. Donc il faut savoir quand même qu'il y a des règles. Là, c'est le gros schéma un petit peu compliqué des dernières recommandations de l'Association américaine du diabète. Un petit focus sur la partie gauche. Il y a des règles quand même. Moi, j'avais souvent tendance à dire, je propose de mettre un analogue GLP-1 parce que mon patient a une NASH. Et en fait, c'est pas si évident que ça. Maintenant, la règle, c'est les GLP-1, c'est plutôt pour les patients qui ont déjà eu un événement cardiovasculaire ou qui sont en risque parce qu'ils ont des sténoses aortiques, des sténoses artérielles, parce que ça a été montré sur des études de suivi que dans ce cas-là, l'analogue GLP-1 va permettre d'améliorer l'équilibre glycémique, d'améliorer le diabète, mais aussi de faire de la prévention secondaire cardiovasculaire. Et les inhibiteurs SGLT2, ce sera plutôt sur ceux qui ont une insuffisance cardiaque, parce que ça réduit le nombre d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque, et pour ceux qui ont une atteinte rénale, parce que ce serait protecteur au niveau rénal. Donc voilà, c'est assez séduisant. On a envie que nos patients, dès aujourd'hui, bénéficient de ces drogues, mais il faut savoir qu'il y a des règles de prescription, d'où l'intérêt d'un dialogue avec nos collègues endocrinologues pour trouver la meilleure solution aujourd'hui, parce qu'actuellement, en pratique, on a la même pour aucun médicament, mais on peut peut-être, en fonction du contexte, pouvoir utiliser ces molécules disponibles en diabétologie. Et quoi qu'il en soit, il faudra bien qu'on apprenne à les manipuler ou au moins à se familiariser avec ces molécules antidiabétiques. Ça, c'est le travail issu du groupe AFEF-SFD qui a été publié cette année dans Diabète and Metabolism, la revue française de diabétologie. L'idée, c'était de faire une revue de toute la littérature traitement antidiabétique et cirrhose pour essayer de dégager des règles de prescription dans cette population particulière, difficile à traiter. Ces patients, on en a de plus en plus dans les services, ne serait-ce parce que la NAFLD augmente, mais aussi parce que bien souvent, les patients alcooliques ont des comorbidités métaboliques, et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est exponentiel. Donc des patients avec du diabète dans nos services, on en a de plus en plus. Donc quand la cirrhose, colonne de gauche, est très bien compensée, on peut prescrire toutes les molécules antidiabétiques, mais au fur et à mesure que la fonction hépatique va s'altérer, il va y avoir certaines molécules qui vont devenir contre-indiquées. Et vous voyez quand même qu'en cas de cirrhose décompensée, le seul traitement qui est autorisé, c'est l'insuline. Tous les autres sont contre-indiqués. Donc il faut savoir aussi, nous, en fonction des évolutions de la fonction hépatique, alerter nos collègues diabétologues qu'il va peut-être falloir aussi adapter le traitement antidiabétique pour éviter le risque d'hypoglycémie nocturne, le risque de sarcopénie, qui peuvent aggraver aussi l'état de nos patients. Voilà, et je ne savais pas du tout comment conclure, donc j'ai dit rendez-vous en 2022. Merci beaucoup, Jérôme. C'est de plus en plus compliqué quand même. Et puis, pour les malades qui n'ont pas la cirrhose, il va falloir aussi que nos collègues médecins généralistes, qui sont ceux qui prennent le plus en charge les diabètes, soient informés de toutes ces règles de prescription. Il va falloir faire de l'éducation auprès de l'information et de l'enseignement post-universitaire auprès de nos collègues généralistes. Oui, parce que là, on voit vraiment que si on veut faire de la santé publique, il va falloir mettre tout le monde autour de la table. Si on veut détecter les cas les plus sévères avant la cirrhose, avant le CHC, il va falloir qu'on travaille avec les médecins généralistes. Une fois qu'on aura, si on leur permet de se familiariser avec les tests non invasifs, il faudra aussi qu'ils sachent qu'il y a des solutions pratiques pour eux, des traitements qu'ils peuvent adapter. Tout ça, ça se fera de façon collégiale avec hépatologues, diabétologues, médecins généralistes, peut-être aussi cardiologues. Donc c'est tout un champ qui s'ouvre et il sera forcément collégial et multidisciplinaire. Très bien. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Nathalie. Alors, peux-tu nous faire une synthèse des meilleurs articles 2021 sur les virus des hépatites B et C, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je vais commencer par l'hépatite B. Dans l'hépatite B, j'ai relevé 2 articles qui concernent les indications thérapeutiques, suivis de 2 articles sur la transmission materno-fétale et ensuite 2 articles sur les nouvelles possibilités thérapeutiques. Et ensuite, on passera à l'hépatite C. Alors, concernant le premier article, il s'agit d'une méta-analyse qui a été réalisée sur 167 études et qui rassemble presque 150 000 patients antigènes HBS dans plusieurs pays du monde, dans plusieurs zones géographiques, et qui avait pour objectif de définir le pourcentage de prévalence, la prévalence de l'indication thérapeutique. Et ces articles avaient été sélectionnés sur le fait qu'ils donnaient soit les transaminases, soit l'antigène HBE, soit l'ADN viral B, soit la fibrose, soit idéalement plusieurs de ces caractéristiques qui définissent l'indication thérapeutique. Donc on voit sur ces différents articles que le statut antigène HBE était disponible dans 3/4 des articles, les ALAT dans la moitié des articles, l'ADN viral B avec des seuils supérieurs ou inférieurs à 2000 et à 20 000 dans 25 et 12% des articles. La sévérité de la fibrose était définie chez à peu près la moitié des patients, soit sur des critères cliniques, soit sur des critères échographiques, soit sur l'élastographie, soit sur la biopsie hépatique et dans un tiers des cas sur plusieurs de ces critères. Et les critères d'éligibilité au total étaient disponibles uniquement dans un article sur 5. Finalement, que donne cette étude? L'antigène HBE était positif chez 18% des patients, les transaminases étaient élevées chez 31% des patients, l'ADN était supérieur à 2000 chez 22% des patients et supérieur à 20 000 unités par millilitre chez 10% des patients. Un chiffre vraiment très important, c'est le pourcentage de patients qui avaient une cirrhose dans cette méta-analyse. Il s'agissait de 10% des patients, donc c'est vraiment un chiffre à retenir. Et concernant le pourcentage de patients qui présentaient des critères d'éligibilité au complet, ce pourcentage variait de 10 à 20% en fonction des critères d'éligibilité, des critères qui étaient considérés soit ESL, soit SLD, soit OMS. Donc, que faut-il retenir de cette étude? C'est qu'il y a 10% des patients qui nécessitent un traitement en urgence puisqu'ils sont déjà cirrhotiques. Donc, comme la prévalence dans le monde des patients antigènes HBS+, est de 260 millions, ça fait déjà 26 millions de patients à traiter rapidement. Et il y en a encore autant à traiter sur les autres critères d'éligibilité. Il faut rapprocher en fait ces chiffres de ce qui est actuellement fait dans le monde. Dans le monde, il faut savoir que seulement 10% des hépatites B sont diagnostiquées et 17% de ces 10%, c'est-à-dire seulement 1,7% des patients sont traités, c'est-à-dire 4,4 millions. Donc on est vraiment loin des 50 millions de personnes à traiter. Alors, une autre étude a été réalisée aussi qui remettait un petit peu en cause l'indication thérapeutique, c'est l'étude TORCH-B, qui est une étude qui a ciblé des patients non cirrhotiques avec une virémie significative parce que l'ADN viral était supérieur à 2000 unités par millilitre, qui n'avaient pas de cirrhose et avec des transaminases entre 1 et 2 fois la normale. En fait, ce qui est dit dans la plupart des guidelines, c'est que quand les transaminases sont supérieures à 2 fois la normale, le patient a une indication thérapeutique, mais les patients qui sont entre 1 et 2 fois la normale sont un petit peu entre deux eaux et ils ne sont pas traités selon toutes les recommandations. Donc là, il s'agissait au total de 160 patients qui recevaient soit du tenofovir pendant 3 ans, soit un placebo pendant 3 ans, avec un objectif de l'étude qui était histologique. Et donc les patients ont eu une biopsie hépatique au début du traitement et à la fin des 3 ans. Le but, c'était de regarder quel était le pourcentage de patients qui progressaient en score de fibrose, qui était en ISHAC, et quel était le pourcentage de patients qui allaient progresser en score d'inflammation. Et cette fois-ci, le score a été évalué en score de Knodel. Et donc, comme on peut le voir sur cette étude, dans l'encadré rouge, en ce qui concerne la fibrose, le fait d'être traité par tenofovir permettait d'avoir moins de progression que le fait de recevoir du placebo. Et quand on regarde l'histogramme de droite, par contre, il n'y avait pas de différence significative en termes d'inflammation.
Alors, il faut quand même préciser un petit peu les caractéristiques des patients. C'était majoritairement des hommes avec un âge médian qui était à 44 ans. 21% avaient un antigène HBe positif. L'ADN était en moyenne à 5,5 log. L'antigène HBS était en moyenne à 3,1 log. Et en score de fibrose exprimé en Ishak, on avait 12 patients qui avaient un score Ishak de fibrose à 3 et 7% des patients qui avaient un score à 4. Donc la conclusion des auteurs était que finalement le traitement par tenofovir va diminuer le risque de progression de la fibrose chez les patients qui sont comme ça entre deux os avec des transaminases entre 1 et 2 fois la normale, mais sans avoir d'effet significatif sur les lésions d'inflammation. Donc on dit aux cliniciens, on retient pour les cliniciens qu'il faut être plus large dans nos indications thérapeutiques, c'est la conclusion de l'étude ? Alors, c'est la conclusion de l'étude. Le problème, c'est qu'en fait, si on regarde bien les caractéristiques de ces patients, et en particulier déjà sur la fibrose, on sait que le score de fibrose A3 en Ishak est équivalent à une fibrose modérée F2 en métavir. Donc, ces patients-là devraient être traités. Ça concerne 12% des patients. Et les patients qui ont un score de fibrose en Ishak qui est à 4, c'est un équivalent de lésion pré-cirrhotique, c'est-à-dire métavir 3. Et là, on est à 7% des patients. Donc finalement, sur ces 160 patients qui ont été randomisés, finalement, on a au moins 20% des patients qui auraient de toute façon dû être traités. Donc je trouve qu'il est difficile finalement de tirer une conclusion vraiment pratique de cette étude. Ensuite, deux articles concernant la transmission materno-fétale. Ce sont dans les deux cas des méta-analyses qui ont été publiées dans le Lancet. La première méta-analyse a réuni des données sur 129 études randomisées ou non, qui évaluaient l'efficacité de la prophylaxie de la transmission materno-fétale par analogue nucléosidique ou nucléotidique, soit versus placebo, soit versus pas de prophylaxie. Et de façon très claire, sur un grand nombre d'études, avec des études qui avaient utilisé soit la lamivudine, soit la telbivudine, soit le tenofovir, il a été montré que le risque relatif de transmission materno-fétale global était à 0,16 dans les études où ils utilisaient le tenofovir, et donc réduisait significativement le risque de transmission materno-fétale. Là, sur la diapositive, j'ai mis uniquement les études qui concernaient le tenofovir, mais les résultats sont équivalents avec la lamivudine et la telbivudine. La deuxième réponse importante de cette étude a été réalisée à partir d'une analyse post-hoc, et les auteurs ont regardé s'il était plus efficace de traiter les patientes avant la 28e semaine de grossesse plutôt qu'après la 28e semaine de grossesse, toujours en termes de prévention de la transmission materno-fétale. Et donc là, les études qui ont été reprises concernaient des patientes traitées par les 3 analogues que j'ai cités. Et si les patientes prenaient leur traitement avant la 28e semaine de grossesse, on avait vraiment un risque bien moindre de transmission materno-fétale par rapport aux patientes qui ont pris leurs analogues après la 28e semaine. Donc finalement, la conclusion de cette méta-analyse, ça confirmait de façon définitive l'utilité de la prophylaxie de la transmission materno-fétale chez les femmes. Et cette prophylaxie doit être commencée, si possible, avant la 28e semaine de grossesse. Donc il faut qu'on change peut-être nos recommandations, parce que nous, on était un petit peu plus laxistes, et on était plutôt au début du 3e trimestre, entre 28 et 32 semaines d'aménorrhée. Oui, je pense qu'il faut faire attention, parce qu'en fait, le but, c'est vraiment d'obtenir une virémie qui soit la plus faible possible au moment de l'accouchement. Et comme il y a quand même un certain nombre de patientes qui vont avoir des accouchements prématurés, c'est vraiment très important qu'on ait ces 3 mois-là minimum. Donc, ce n'est pas grave à la rigueur si on a 4 mois. Le risque de prendre 1 mois de plus de tenofovir est bien inférieur au risque qu'encourt l'enfant qui aura une transmission materno-fétale. Alors, la deuxième étude avait pour objectif de bien préciser le seuil d'ADN viral B à partir duquel il faut donner cette prophylaxie par analogue à la mère pour éviter la transmission materno-fétale, en supposant que l'enfant ait bien sa séroprophylaxie à la naissance, au moins par vaccination. Et donc, dans cette méta-analyse qui a repris un très très grand nombre d'études, environ 60, on voit que le risque de transmission materno-fétale est beaucoup moins important si les femmes ont un ADN viral B qui est inférieur à 5,3 log. Et à ce moment-là, le risque de transmission materno-fétale chez un enfant qui va être vacciné à la naissance sera de 0,04%. Donc c'est vraiment ce seuil dont il faut se servir.
Et ce seuil permet de prédire la transmission materno-fétale, enfin la prévention de la transmission materno-fétale, avec une sensibilité qui est à 88% et une spécificité qui sera à peu près à 90% aussi. La deuxième question de cette étude, c'est est-ce qu'on peut remplacer l'ADN viral B par l'antigène HBE, et ça va concerner surtout les pays qui sont à faible revenu, qui ne disposent pas forcément de l'ADN viral B, ou alors s'ils en disposent, finalement les résultats vont revenir trop tardivement pour permettre une prophylaxie à temps chez la mère pour éviter la transmission materno-fétale. Et la réponse est oui, en fait l'antigène HBE peut être utilisé avec une sensibilité qui est entre 98 et 100% et une spécificité qui est entre 66 et 78%. Donc la réponse à cette méta-analyse, c'est que le seuil vraiment à considérer et qui va vraiment être repris dans toutes les recommandations, ça sera 5,3 log d'unités par millilitre. Et si on n'a pas l'ADN viral quantitatif à ce moment-là, si on ne l'a pas, on va se servir de l'antigène HBE. Ensuite, un essai sur la vaccination. Alors c'est vrai qu'on a un traitement préventif qui est beaucoup plus efficace que toutes les prophylaxies de la transmission materno-fétale qu'on peut imaginer. Donc c'est la vaccination. L'idéal, c'est que toutes les personnes dans le monde soient vaccinées. Mais il y a un certain nombre de personnes qui peuvent être non répondeurs à la vaccination. Et c'est pour ça qu'il y a encore des essais sur la vaccination actuellement. Alors, dans ce cas, il s'agit d'une étude de phase 3, multicentrique internationale, qui avait pour objectif d'analyser l'efficacité et la tolérance d'une vaccination tri-antigénique qui va cibler l'antigène HBs et les protéines pré-S1 et pré-S2 par rapport à des patients qui vont être vaccinés par une vaccination mono-antigénique ciblant la protéine pré-S2. L'objectif de cette étude, ça va être de regarder le pourcentage de patients qui aura des anticorps anti-HBs supérieurs à 10 unités par millilitre à la 4e semaine de traitement. Et l'efficacité de cette vaccination tri-antigénique est significativement supérieure à la vaccination mono-antigénique, avec des chiffres qui sont de 91% par rapport à 76,4%. On peut voir sur l'histogramme de la diapositive l'efficacité en termes cette fois-ci d'apparition d'anticorps supérieurs à 100 unités par millilitre 4 semaines après la dernière injection dans les différentes catégories de patients. Et on voit sur les colonnes roses qu'on est de toute façon au-dessus de l'efficacité de la vaccination mono-antigénique qui est représentée par les colonnes bleues. Et quand on regarde les caractéristiques des patients, on a un certain nombre de patients qui vont avoir des facteurs de risque associés à une relativement mauvaise réponse vaccinale. Le sexe masculin, l'âge supérieur à 70 ans, le diabète, l'obésité, la consommation de tabac et la consommation d'alcool, par exemple. Est-ce qu'on a des données chez les immunodéprimés, chez les cirrhotiques ? Alors non, ce vaccin a déjà fait l'objet d'un certain nombre d'études, une vingtaine au total, mais c'est la première étude qui est vraiment élargie, les patients inclus, à des patients qui avaient des critères de mauvaise réponse à la vaccination, mais il n'y a pour l'instant pas d'essai réalisé chez le cirrhotique. Il faut rajouter à ce que j'ai dit tout à l'heure le fait que, donc je ne l'ai pas montré sur la diapositive, mais les anticorps avec la vaccination tri-antigénique vont apparaître de façon plus précoce qu'avec la vaccination mono-antigénique. Donc ça peut participer aussi à l'intérêt de ce vaccin, en particulier chez des populations à risque, qui seraient non seulement mieux protégées, mais également de façon plus précoce. Et ensuite, donc j'ai relevé un article il y en a eu d'autres bien sûr, mais j'ai sélectionné cet article qui parlait d'une nouvelle molécule qui est un modulateur allostérique de la protéine du corps qui s'appelle le RO 704 93 89 à apprendre par cœur. Donc c'est une étude randomisée contre placebo de phase 1 qui a été réalisée sur un petit effectif de patients, juste 31 patients, qui vont recevoir cette molécule de façon quotidienne pendant 4 semaines à différentes posologies qui va varier de 200 à 1000 mg par jour. Et on voit que la diminution de l'ADN viral B au bout de 4 semaines
semaines était d'environ 3 logs, ça s'échelonnait de 2,4 à 3,3 logs, donc c'est une molécule qui paraît très intéressante. Et en termes de tolérance, il n'y avait pas d'événements indésirables graves. Il y a eu chez un peu plus de 10% des patients décéphalés des augmentations des transaminases, mais encore une fois, pas de grade 3, pas de grade 4, quelques infections respiratoires hautes et une diarrhée chez 10% des patients. Mais donc ces résultats permettent d'envisager la poursuite du développement de cette molécule. Alors maintenant, on va passer à l'hépatite C. Donc dans l'hépatite C, bien sûr, le problème, ce n'est pas d'avoir des médicaments, des traitements qui sont efficaces en termes de réponse virologique prolongée, ça va être plutôt d'amener le patient aux soins. Et pour ça, il y a 2 études intéressantes qui ont été publiées cette année. Ça, c'est l'étude de l'équipe de Desai qui a évalué 2 modes de prise en charge de 12 000 patients qui faisaient partie en fait, d'une base de données d'une assurance autour de Dallas. Donc le premier mode de prise en charge, c'était simplement de rappeler aux médecins qu'il fallait dépister les patients. Donc ce qu'on fait en pratique courante, normalement. Et le deuxième mode de prise en charge, c'était de rajouter à cette première étape le fait que du personnel formé par l'intermédiaire de cette étude appelait les patients directement, leur envoyer des courriers avec des explications sur l'utilité du dépistage, sur ce que c'est que l'hépatite C, et aller motiver les patients jusqu'à ce qu'ils fassent une sérologie virale C. Ensuite, les tenir au courant du résultat de la sérologie C et leur envoyer les documents nécessaires pour faire la PCR-C, et ensuite les tenir au courant du résultat de la PCR-C, ainsi de suite jusqu'au traitement. Et ce qu'on voit sur l'histogramme, c'est qu'on avait finalement une supériorité du deuxième mode de prise en charge des patients en termes de nombre de sérologies réalisées, de dépistage réalisé, et on avait également une différence significative, donc toujours en faveur du deuxième mode de prise en charge, sur la réalisation de l'ARN viral C. Donc en fait, en dépistage, on a vraiment un gain, mais par contre, les auteurs, à la 12e semaine après le début de l'étude, n'avaient pas mis en évidence davantage en termes de début de traitement, mais peut-être simplement parce qu'on était un petit peu trop court dans le suivi de ces patients. Au total, quel que soit le mode de prise en charge, il y avait environ 5% des patients qui avaient une sérologie C positive. Le seul critère, la seule caractéristique initiale qui était associée à une meilleure efficacité de ce dépistage, c'était le fait d'être d'origine hispanique. Et il faut souligner le fait que tous les documents qui ont été envoyés aux patients étaient envoyés en anglais et en espagnol. Et le personnel de l'étude qui était formé à appeler les patients était également hispanophone, et donc ça peut avoir vraiment un intérêt. Alors bien sûr, il y a eu une évaluation des coûts, on était à peu près à $260 par sérologie réalisée, utile, c'est-à-dire positive, $8 000 pour un ARN VHC positif et $41 000 à peu près pour une nécessité d'indication thérapeutique. Une deuxième étude a été réalisée par cette équipe qui a déjà travaillé beaucoup sur la prise en charge des patients ayant une hépatite C et étant toxicobanes par voie intraveineuse. Donc là, cette fois-ci, c'est une méta-analyse qu'ils ont réalisée sur un grand nombre de patients et surtout sur des études qui ont été réalisées un peu sur tous les continents, puisqu'il y avait des études européennes, des études réalisées en Amérique du Nord, des études réalisées en Australie et en Thaïlande. Donc ça permet d'avoir des résultats plus robustes, et cette étude a montré qu'il y avait un effet vraiment positif du traitement substitutif des opioïdes, soit pris actuellement, soit pris dans le passé, sur le fait d'avoir un dépistage par sérologie. De la même façon, un effet positif, un impact positif de ce traitement substitutif des opioïdes passé ou présent sur le fait d'avoir un ARN viral C, et également d'avoir une mise en route du traitement. Par contre, sur ces résultats, il n'y avait pas de différence significative. Il y avait un petit avantage, mais non significativement différent, du traitement substitutif des opioïdes sur le fait d'avoir le traitement dans sa totalité, ni sur la réponse virologique soutenue. Mais il est vrai que comme ces événements sont encore plus rares, il est difficile de mettre en évidence des différences significatives. Et puis bien sûr, il faut rajouter ce qui n'a pas été montré dans cette étude, mais ce qui a été montré précédemment dans d'autres études, que le fait d'avoir un traitement substitutif des opioïdes va diminuer le taux de recontamination, bien sûr.
Donc ensuite, je voulais présenter cette étude. J'étais un peu étonnée de voir qu'il y avait encore des études qui étaient publiées sur de nouvelles molécules antivirales C, mais c'est le cas. Alors ça, il s'agit du Ravidasvir, qui, comme son nom l'indique, est un inhibiteur de la NS5A, qui a été testé dans une étude STORM 1, qui est une étude de phase 2-3, en association avec le Sofosbuvir chez 300 patients en ouvert. Et ces patients étaient issus d'une dizaine de centres, soit en Thaïlande, soit en Malaisie. 77% d'hommes, 46 ans en médiane, 30% étaient co-infectés VIH, 27% étaient cirrhotiques. Les génotypes étaient un peu différents de ce qu'on peut voir en Europe habituellement, puisque là, plus de 50% étaient infectés par un génotype 3 et environ 33% par un génotype 1. Et on voit que le taux de réponse virologique soutenue était de plus de 95%. Donc finalement, il n'y a pas tellement de changements par rapport à ce qu'on connaît, mais je crois qu'il était important de souligner qu'il y a des molécules de ce type-là qui peuvent être en cours de développement, et c'était dans un programme très particulier qui est destiné à développer des molécules peu chères pour des pays à faible revenu, et je crois que c'est une très très bonne initiative. Ensuite, un essai de vaccination. Alors bien sûr, l'idéal, ça serait d'avoir une vaccination efficace contre le virus de l'hépatite C, comme on l'a dans le virus de l'hépatite B. Donc là, il s'agit d'un essai thérapeutique de phase 1-2, randomisé en double aveugle contre placebo, qui a analysé l'efficacité et la tolérance d'une vaccination à 2 injections intramusculaires à J0 et J56 par un vaccin recombinant qui ciblait des protéines non structurales du génotype 1B, NS3, NS4, NS5A et NS5B. Et la population qui était ciblée était des patients toxicomanes actifs, définis par le fait d'avoir eu une injection il y a moins de 90 jours. Donc au total, 578 patients ont été randomisés. Et ce qu'a montré cette étude, finalement des résultats un petit peu décevants, puisque finalement on avait 13 et 14% de patients qui avaient une hépatite aiguë dans le bras vacciné et dans le bras placebo, avec 4 à 5 patients dans chaque groupe qui allaient guérir spontanément. Et on voit sur l'histogramme les pourcentages d'hépatite C chronique à la fin du suivi, soit en intention de traiter, soit en protocole, et finalement il n'y avait pas de différence. Les 2 seules différences qui ont été mises en évidence par les auteurs, ce sont d'abord le fait qu'il y ait des réponses lymphocytaires T qui ont été observées chez 78% des patients vaccinés versus 3% contre placebo, donc il y a quand même une efficacité, même si elle ne se reflète pas sur le taux d'hépatite C chronique. Et puis sur le pic de virémie chez les patients qui ont fait une hépatite C aiguë, le pic de virémie était 1000 fois moins important chez les patients vaccinés que chez les patients non vaccinés. Donc ça pourrait être un outil pour limiter la contamination dans une population spécifique, comme les usagers de drogue. Oui, c'est-à-dire qu'on peut toujours se dire que si ça ne protège pas les patients eux-mêmes, ça va protéger leur entourage d'une contamination, puisque le pic de virémie est plus faible et que probablement, mais ça on n'a pas la donnée, la virémie est probablement plus restreinte dans le temps. Et puis une dernière étude qui a pour objectif de détailler la morbimortalité après traitement de l'hépatite C chez des patients VIH et des patients VIH-VHC. C'est une étude qui a été réalisée par l'ANRS, une étude cas contrôle. Ont été comparés 592 patients VIH-VHC et 2049 patients VHC seulement, issus des cohortes HEPAVI et HEPATER. Et donc les auteurs ont regardé bien sûr les réponses virologiques soutenues, mais ils ont surtout regardé l'évolution des patients en termes de mortalité globale hépatique et de cause non hépatique, et également de morbidité en termes de survenue de décompensation de cirrhose et de morbidité non hépatique. Alors les résultats sont les suivants. Bien sûr, pas de différence en termes de réponses virologiques soutenues. On a à peu près 92 et 95% dans les 2 groupes. Mais par contre, quand on regarde le devenir des patients, après avoir ajusté l'analyse sur l'âge, le sexe, le taux de cirrhose et les autres critères qui différencient les 2 groupes, on voit que chez les patients VIH-VHC, on a une augmentation de la mortalité globale par rapport aux patients VHC seuls. Et cette augmentation de la mortalité globale n'est pas due à une différence en termes de mortalité hépatique, puisqu'elle était équivalente entre les 2 groupes, mais elle était due à une surmortalité de cause non hépatique chez les patients VIH-VHC. Ça, c'est pour la mortalité. Maintenant, quand on regarde les événements en termes de morbidité, il n'y avait pas plus d'événements hépatiques en termes de décompensation de cirrhose, cholangiocarcinome et carcinome hépatocellulaire.
pas de différence entre les deux groupes. Par contre, il y avait une augmentation de l'incidence des cancers non hépatiques chez les patients VIH-VHC par rapport aux patients VHC seuls. Donc cette étude a montré que finalement le pronostic était moins bon chez les patients VIH-VHC traités par antiviraux directs par rapport aux patients VHC seuls également traités par antiviraux directs, mais que cette augmentation de la morbidité et de la mortalité n'était pas due à des causes hépatiques, mais à des causes non hépatiques et en particulier liées au VIH. Voilà, c'était la dernière. Merci beaucoup, Hélène. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Nathalie. Pour cette troisième partie, est-ce que tu peux nous faire, s'il te plaît, la synthèse de l'actualité 2021 sur Covid et foie et puis sur la transplantation hépatique? Avec plaisir. Donc effectivement, je voulais vous parler de transplantation hépatique et de maladies graves du foie. Et le sujet, comme vous imaginez, s'est imposé à moi et je vais vous parler de la pandémie Covid-19. Alors tout d'abord, pour ce qui concerne les maladies graves du foie, l'histoire a commencé, comme vous vous en souvenez, au printemps 2020, avec très rapidement des données indiquant que le fait d'avoir une maladie chronique du foie était un facteur de risque de mortalité lié à la Covid-19. Au passage, le fait d'être transplanté d'organes aussi, mais j'y reviendrai ensuite. Alors, tout d'abord, on a eu deux cohortes internationales avec finalement des effectifs assez faibles, mais les données étaient très préliminaires. Mais déjà, on voyait que le fait d'avoir une cirrhose, en particulier une cirrhose décompensée, était un facteur de surmortalité. Et puis, on voyait également l'impact de l'âge et de la maladie alcoolique du foie. Rapidement, au sein de la FEF, comme vous le savez, nous avons mis en place un registre national colligeant tous les malades du foie et présentant une infection Covid, quelle que soit la gravité. On a fait une analyse qui a été présentée à la FEF sur à peu près les 1000 premiers malades, donc inclus jusqu'en avril 2021. Je vous rappelle que les inclusions sont toujours en cours et que vous pouvez continuer d'inclure vos patients. Donc sur ces 1000 premiers malades, en gros, il y avait 113 patients qui étaient décédés. Vous voyez qu'ils étaient décédés, comme attendu, essentiellement de causes extra-hépatiques. Et les facteurs de risque de décès étaient le sexe masculin, l'âge, encore une fois, le diabète, l'obésité, la fibrose hépatique avancée et au sein des malades cirrhotiques, les malades cirrhotiques décompensés, et puis là encore, l'étiologie alcoolique de la maladie du foie. Il n'y avait aucun impact de l'immunodépression, soit pour les malades transplantés, soit pour les malades traités par immunosuppresseurs pour une maladie auto-immune, par exemple. Ensuite, on a eu un autre travail français très important, publié par Vincent Mallet dans JHépatol cette année, à partir des données de PMSI, donc des données très très vastes, avec une immense cohorte de patients en France, mettant en évidence deux choses. La première chose qui était très attendue, c'est les points noirs, c'est-à-dire la surmortalité en cas de cirrhose décompensée, pas de cirrhose compensée, mais cirrhose décompensée, en cas de CHC et en cas de maladie alcoolique. Et le point qui était extrêmement original, qui fait beaucoup discuter, qui doit nous faire réfléchir, ce sont les points bleus, bleu clair, qui montrent que malgré ce sur-risque de mortalité, il y avait un sous-risque d'exposition à la réanimation et à la ventilation mécanique, comme si ces patients n'avaient pas accès à ce type de prise en charge. Également l'impact de la pandémie, essentiellement au cours de l'année 2020, sur le carcinome hépatocellulaire. Là encore, une étude française mettant en évidence, comme attendu, que le nombre de patients qui ont été présentés en RCP de CHC a diminué très largement au moment de la première vague et qu'en plus, il y a eu un retard à la prise en charge qui était estimé à plus d'un mois, donc pas dramatique. Et on voit que ce retard de prise en charge n'était absolument pas lié à un taux significatif de malades Covid. Il y en avait quelques-uns, mais finalement assez peu. Alors, pour ce qui concerne la transplantation hépatique, la pandémie Covid-19 a eu un impact, comme vous le savez, majeur. L'Agence de la biomédecine en France a rapidement colligé tous les cas de patients, soit en attente, soit greffés, quel que soit l'organe qui présentait une infection Covid-19. Donc vous voyez que ça représente évidemment beaucoup de transplantés du rein, mais aussi le foie, le cœur, le poumon.
Un point qui est très important, c'est la mortalité, donc à la fois pour les malades en attente et pour les malades greffés. Donc tout d'abord pour les malades en attente. Donc vous voyez sur la partie gauche de l'histogramme le pourcentage d'infection chez les candidats, entre 5 et 10%. Et vous voyez le taux de décès chez les patients en attente de transplantation. Et vous voyez que le fait d'être en attente de greffe de foie, et ça confirme les résultats que je vous ai présentés juste avant, c'est une situation où il y a un risque de décès qui est plus important par rapport aux malades, par exemple en attente de greffe de poumon ou de cœur. Et pour la dialyse, c'est à peu près la même chose, et on sait que la dialyse et l'insuffisance rénale sont un facteur de risque de mortalité. Pour ce qui concerne les patients transplantés cette fois, vous voyez là aussi à peu près 6 à 7% de patients infectés parmi les greffés, ce qui est beaucoup. Et vous voyez que pour la mortalité, c'est pas du tout pareil que pour les malades en attente, et on voit que les transplantés du foie pourraient avoir une mortalité finalement réduite, à moins de 10%. Je reviens aux données anglaises. Très tôt, on a rapporté que le fait d'être transplanté d'organes, c'était un facteur de risque de mortalité, mais le point important, c'est que ça peut être lié soit au fait d'être greffé, donc en gros le traitement immunosuppresseur, mais ça peut être lié aussi aux très nombreuses comorbidités qu'ont ces patients, métaboliques, l'insuffisance rénale, le cardiovasculaire, les cancers. En France, on a une analyse, là aussi, des données du PMSI, qui a montré, qui a confirmé que l'âge est un facteur, comme vous le voyez, très très déterminant de la mortalité. Et vous voyez qu'on devient vieux à 45 ans, ce qui ne nous fait pas très plaisir, mais c'est comme ça. Et on voit que les maladies chroniques du foie, facteur de risque de mortalité, et au sein des transplantés, on voit que tous les transplantés d'organes sont à sur-risque de décès, sauf les transplantés hépatiques, et probablement là encore en raison de comorbidités qui sont différentes. Alors la bonne nouvelle de 2021, ça a bien sûr été la mise à disposition des vaccins. Ça c'est Pasteur tel qu'on le connaît, ça c'est le nouveau Pasteur. Donc bien sûr que ça a changé complètement la prise en charge et l'évolution de la pandémie, mais on s'est rapidement rendu compte que les vaccins étaient peu efficaces, ou en tout cas moins efficaces, chez les malades sous immunosuppresseurs, et en particulier les transplantés. Les barres noires qui sont à 100%, malheureusement, c'est les contrôles. Et vous voyez que dans toutes les cohortes qui ont été rapportées, on voit un taux de séroconversion, soit après une dose, soit après 2 doses, qui était très très significativement réduite chez les malades transplantés, quel que soit l'organe. Là encore, des travaux français qui ont montré rapidement qu'il y avait un certain nombre de facteurs de risque de non-séroconversion, en particulier le délai depuis la transplantation. C'est essentiellement des données de transplantation rénale, parce que ça représente la majorité des transplantés, comme vous savez, mais on a extrapolé toutes ces données aux patients transplantés hépatiques. Et dans le traitement immunosuppresseur, ce qui est probablement très déterminant, c'est l'utilisation des antimétabolites. Donc actuellement, le mycophénolate et pas l'Immurel, et ça représente une très grande partie des patients. Finalement, le régime d'immunosuppresseur le plus délétère pour la séroconversion, c'est l'association de tacrolimus, de MMF et de stéroïdes, qui est une immunosuppression standard en greffe de rein, mais aussi en greffe de foie. Également, rapidement, on a rapporté, encore en France, qu'il y avait de nombreux cas de Covid chez les patients transplantés et vaccinés, même après 2 doses. Et c'est ce qui a conduit très rapidement à la recommandation de faire une 3e dose de vaccination avec les vaccins ARN messagers. Et ça, c'est une étude publiée par Nassim Kamar de Toulouse, encore une fois en transplantation rénale, mais qui montre bien qu'après 3 doses, on n'atteint pas les 90-95% de la population générale, mais un taux correct, c'est-à-dire aux alentours de 70-75%. Et donc, on recommande chez les transplantés de faire systématiquement 3 doses et pas 2 pour les vaccins ARN messagers, qui sont ceux qui ont été largement utilisés. Pour les cirrhotiques, on en a parlé un peu tout à l'heure pour l'hépatite B. Vous savez que les cirrhotiques sont aussi réputés comme beaucoup moins bons répondeurs aux vaccinations. On a beaucoup moins d'informations, mais pour l'instant,
Ça, c'est un exemple d'un papier américain, incluant à la fois des malades chroniques du foie, des cirrhotiques et des immunodéprimés. Et on retrouve l'impact de l'immunosuppression, mais on retrouve un impact finalement modeste de l'existence d'une cirrhose. Une autre façon de voir les choses, c'est un papier là aussi anglais, montrant le risque de mortalité ou de retour à l'hôpital pour le Covid-19 chez des patients vaccinés complètement. Et on voit que la cirrhose est un facteur de risque de mortalité et d'hospitalisation. On peut supposer que c'est au moins en partie lié à un taux d'immunisation insuffisant. L'optimisation ou les alternatives à la vaccination quand ça ne marche pas. Chez les transplantés, on a recommandé éventuellement dans certains cas une 4e dose. Le cocooning qui est très important, c'est-à-dire vacciner l'entourage pour protéger le malade à risque, donc le greffé. La modulation de l'immunosuppression, ça a été un peu fait, en particulier en transplantation rénale, et en particulier l'arrêt transitoire du mycophénolate, comme je vous ai expliqué que c'était le facteur de risque prédominant. Et puis également l'utilisation d'anticorps monoclonaux, même si vous savez que ça a été assez difficile en France, à la fois pour des raisons d'approvisionnement et des raisons de logistique, de mise en œuvre de ces anticorps monoclonaux. L'impact du Covid-19 a été majeur sur l'activité de greffe de foie en 2020, mais malheureusement aussi en 2021. Ça, c'est les chiffres de 2020, toujours de l'Agence de la biomédecine. Et il y a eu une grande diminution d'activité liée à la diminution du prélèvement, parce que bien sûr, les réanimations étaient bien plus occupées à s'occuper des malades Covid qu'à la prise en charge de donneurs d'organes. Donc vous voyez qu'il y a eu une diminution très importante. Il y a eu un premier pic au printemps et un deuxième pic pendant l'hiver, première vague et deuxième vague. C'était vrai aussi pour les donneurs Maastricht 3, donc après arrêt cardio-circulatoire. On est dans une phase de croissance exponentielle de ce type de donneurs et ça a été largement freiné en 2020. Je ne vous ai pas mis de données pour 2021, mais heureusement, l'activité a repris. Et pour les donneurs à cœur arrêté, la croissance a repris, et heureusement. Alors, moins de prélèvements, donc moins de greffes. Donc par rapport à l'année précédente, en 2020, il y a eu 228 transplantations en moins, sur à peu près 1300, donc ce qui est très très significatif. Et puis surtout, une augmentation du taux de mortalité sur liste, très important, à cause de cette pénurie de greffons. Et cette pénurie de greffons a affecté, pour les malades en attente pour cirrhose, différemment en fonction du score d'attribution, avec un impact majeur sur les malades avec une cirrhose modérément grave évaluée par le score de MELD d'entre 25 et 30. Également un impact sur le CHC qu'on ne voit pas très bien sur la figure parce que les effectifs sont très importants. C'est statistiquement significatif et on peut craindre que l'effet se poursuive avec le temps parce que toutes les greffes qu'on n'a pas faites pour CHC, on ne pourra pas les rattraper. Et puis également pour les malades qui ont une composante expert à 650 points, en particulier les acides réfractaires et l'encéphalopathie hépatique. Alors, mes conclusions sur les interactions entre les maladies du foie, cirrhose, transplantation et la pandémie Covid, c'est que bien sûr, les malades du foie sont à risque de Covid grave, soit à cause du foie, par exemple en cas de cirrhose, soit à cause de comorbidités, l'alcool, les transplantés. Et il y a un facteur qui est toujours extrêmement dominant, en dehors de d'ailleurs toute autre maladie, c'est l'âge. On a posé la question de l'accès aux soins des malades du foie graves, en particulier pour maladie alcoolique du foie. Et ça reste une question. Les données de l'article de Vincent Mallet sont des données quelque part de registre, donc il faudrait pouvoir les analyser un peu mieux que ça. Pour ce qui concerne l'impact sur la prise en charge du CHC hors greffe, on peut penser qu'on a rattrapé le temps perdu. Par contre, pour l'activité de greffe, ce qui est perdu, tous les malades qu'on n'a pas greffés, on ne pourra pas ou très très difficilement rattraper. Et je finis sur une note d'espoir qui est bien sûr la vaccination, mais vous avez vu que ce n'est pas très simple. On commence maintenant les injections de rappel et la compréhension des malades n'est pas très facile, en particulier les greffés.
en parlant de deuxième injection, troisième injection, rappel, quatrième injection, ils sont complètement perdus. Et il faut faire l'effort pédagogique de leur expliquer. Et si on me demande ce que sera 2022, je serais bien incapable de vous le dire. Et je ne pêcherai pas par excès d'optimisme. Merci Jérôme. Comment on s'en sort pour les vaccins contre le Covid, que ce soit chez les cirrhotiques, chez les transplantés? Est-ce qu'il faut un schéma fixe ou est-ce qu'il faut adapter le schéma de vaccination en fonction du taux des anticorps? Quelle est ta pratique? Qu'est-ce que tu recommandes? En fait, pour les cirrhotiques, on n'a, à mon avis, pas suffisamment de données pour proposer un schéma différent du schéma standard. Pour les transplantés, on a émis des recommandations à la Société francophone de transplantation. Dans un monde idéal, donc, on a recommandé de faire 3 injections. On a recommandé de faire un taux d'anticorps pour identifier les malades qui n'étaient pas du tout protégés. Et cela, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire les alternatives, en particulier les anticorps monoclonaux, parce qu'on aura probablement beaucoup plus d'anticorps monoclonaux à l'avenir. Au passage, on n'est pas certain du seuil de protection du taux d'anticorps, mais on admet que maintenant c'est autour de 260 BAU par millilitre, donc des unités un peu particulières de neutralisation. Donc c'est le seul chiffre qu'on peut retenir. La 4e dose, ça s'adresserait aux malades qui ont des anticorps mais qui n'atteignent pas les fameux 260 BAU. Donc on peut faire une 4e injection, si possible, 1 mois encore après la 3e. Donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et puis ensuite, on fait le rappel. Donc vous savez qu'on fait le rappel à 6 mois, mais que les immunodéprimés peuvent avoir le rappel dès 3 mois, parce qu'on suppose, là il y a moins de données, on suppose que la durée de la protection est moindre. Donc on peut proposer des rappels dès 3 mois après la dernière dose du schéma initial. En général, 3 injections, mais parfois 4. Je dois quand même dire qu'en pratique, on se rend compte que même si on a fait des recommandations, elles n'ont probablement pas été très largement appliquées par défaut d'information. Je reviens sur le rappel. On entend à la radio ou on voit à la télé des recommandations qui paraissent assez simples. Et quand on discute avec les malades, ils n'ont pas du tout entendu ce qu'on entend à la radio. Donc il y a vraiment un très très gros effort à faire. Merci beaucoup Jérôme. Nous vous remercions pour votre attention. Merci encore à nos partenaires, merci aux orateurs. Et je vous rappelle nos prochains rendez-vous. Donc nous avons 3 prochains rendez-vous, 2 en juin. Le premier sera la journée recherche organisée par la FEF à Jussieu. Ce sera le 9 juin. Le second rendez-vous en juin sera l'actualisation des recommandations du score ABM des exceptions au MELD, qui sera le 30 juin à Lyon. C'est une manifestation organisée par la CHBT à laquelle l'AFEF s'associe. L'AFEF est partenaire. Et enfin, nous comptons sur votre présence pour nos 91e journées scientifiques qui se dérouleront à Dijon du 5 au 8 octobre prochain. Merci de votre attention et à très bientôt.